Donc 2020 en mode remote, en espérant qu'on n'aura pas besoin de faire une 2021 en mode remote. Les acteurs de l'animation ont depuis toujours l'habitude d'évoluer dans un univers extrêmement concurrentiel, de travailler en multisite, d'échanger avec des donneurs d'ordre internationaux et d'innover. Néanmoins, le premier confinement a obligé les studios à accélérer des process et à s'organiser en urgence pour généraliser le travail à distance, soutenu par le CNC qui a mis en place dès le printemps une aide spécifique dans le cadre de son dispositif de soutien financier aux industries techniques. Donc nous vous proposons aujourd'hui de faire un retour d'expérience avec des entreprises agiles et d'essayer de vous donner des suggestions de bonnes pratiques. Donc avec 4 invités, Franz Delbecq, le directeur général adjoint de Blue Spirit, Maxime Caron qui est en distance depuis le Lot. Salut Maxime. Bonjour. Bonjour. Qui est superviseur studio chez Supamonks. Jean-Baptiste Spizer, qui est le directeur technique de Timto. Et Ludovic Gojal, un des responsables de PostLogic, une société spécialisée dans l'intégration des solutions graphiques pour l'animation, la post-prod et le broadcast. Donc, France, Maxime et Jean-Baptiste, je vous laisse chacun présenter ce que vous avez mis en place au sein de vos studios. Ensuite, on passera la parole à Ludovic pour qu'il nous dise quelles sont les solutions qu'il préconise à ses clients. Puis on essaiera de se garder du temps pour que vous puissiez tous échanger les uns avec les autres. Et France, c'est à toi. Merci. Alors, pour expliquer un peu ce que nous on a fait chez Blue Spirit, quelques chiffres au départ pour situer Blue Spirit. Donc nous on est sur 3 sites. On a le site de Paris, le site d'Angoulême ici, d'ailleurs sur 2 sites à Angoulême et Montréal. Il y a à peu près une soixantaine de personnes au mois de mars, 60 personnes à peu près à Paris, 130, 150 à Angoulême et 70 à Montréal. Ça c'est des chiffres importants à savoir pour déployer ça. Donc, quand il y a eu le problème du confinement qui s'est posé, de la mise en télétravail, en fait, on a travaillé sur les différentes problématiques et en fait, on a vite identifié 3 axes qui étaient très importants. L'axe technique, évidemment, quelle solution technique mettre en place. Un axe purement de production, de fabrication, parce que la technique sans le process de fabrication, qu'est-ce qu'il fallait adapter en termes de process pour fonctionner. Et un axe également très important qui sont les ressources humaines, l'humain. C'est un peu, voilà. Donc les 3 sont très liés. Donc techniquement, nous, pour la faire courte, la solution qu'on a décidé de mettre en place, c'est de mettre nos stations de travail chez les graphistes, pour plusieurs raisons. Alors déjà, juste en bulle, on n'a pas accéléré notre mise en télétravail, comme tu le soulignais, on l'a fait aussi un peu dans l'urgence, il faut l'avouer, on n'était pas du tout préparé à ça. Certains disent que la grève, par exemple, de début d'année avait... Oui, mais ça, c'est la région parisienne. Alors, bien entendu, en région parisienne. Effectivement, sur... Oh, ça va, le régional de l'État. Effectivement, sur le site de Paris, la mise en place du télétravail des gens en remote a été beaucoup plus rapide que sur les studios, du fait qu'on avait déjà eu un petit peu, mais bon, ça n'a pas non plus joué énorme. Donc, comme je le disais, d'un point de vue technique, nous, la solution qu'on a mis en place, c'est de mettre les stations de travail chez les graphistes, chez les personnes. Deux grosses raisons à ça. La première, c'est que, vu les chiffres que j'ai donnés, avec 150 personnes, 200 personnes, gérer 200 configs personnels de stations, c'est juste pas possible. Les équipes techniques n'auraient pas pu gérer. On ne pouvait pas contrôler les configs techniques, ça, c'est juste pas possible. Et on avait une autre grosse problématique, c'était la sécurité. On travaille avec des studios américains. On est labellisé TPN, les normes de sécurité pour les majors américaines. Et évidemment, eux, le télétravail, au départ, d'ailleurs, c'était no way. Voilà. Il a fallu, eux ils sont adaptés aussi forcément, mais un des protocoles, des premières demandes, c'est la station de travail et la station du studio, pas de station personnelle. Donc on a mis ça en place. L'autre défi technique, c'est toute l'infrastructure purement en réseau. On passe d'un mode où on avait quelques personnes en connexion VPN extérieure à plus de 150 personnes qui devaient se connecter depuis l'extérieur. Et ensuite, un autre défi technique qui est que dans les studios, comme je suppose beaucoup de studios, on était très dépendant de serveurs centraux de données dans les studios. Et donc il a fallu basculer d'une architecture centralisée serveur à une architecture en travail en local.
Donc avec des développements d'outils spécifiques. On a d'ailleurs été aidé par le CNC sur ce point-là. On les remercie pour ça. Et donc ça, c'est l'aspect technique qui était important, parce qu'il faut savoir aussi que, par exemple, dans la région d'Angoulême, tout le monde n'a pas la fibre, même en région parisienne d'ailleurs, tout le monde n'a pas une fibre avec haut débit, donc travailler en full distance avec accès au serveur en distance, c'est juste pas possible. Et là, on rejoint le deuxième axe qui nous était important pour le télétravail, qui était la fabrication et la production même, c'est-à-dire que techniquement, on peut avoir une solution, mais si on n'arrivait pas en termes de fabrication, de production à garder la même productivité que en local au studio, c'était pas la peine. Ça ne sert à rien, parce que là, on prend l'exemple, par exemple, d'un animateur qui doit faire 8 secondes par jour sur une série. Oui. S'il passe à 6 secondes, c'est juste pas possible. Donc il fallait garder les mêmes conditions de travail. Donc ça, c'était extrêmement important. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des équipes qui n'ont pas été mises en télétravail. Tout ce qui est, par exemple, compositing, pas en télétravail, c'était trop complexe. On n'arrivait pas, les tests qu'on a faits ne permettaient pas de tenir la productivité studio. Donc on a préféré ne pas les mettre en télétravail et augmenter en fin d'année les équipes pour attraper le retard. Donc ça, c'est un des axes extrêmement importants, c'était le premier. Et ensuite, pareil, en termes de fabrication, de production, il a fallu aussi s'adapter par rapport à la gestion d'équipe, l'accompagnement d'équipe, parce que lâcher des gens un peu dans la nature, c'est un peu compliqué. Donc nous, la solution qu'on a aussi trouvée, c'est pas de mettre massivement les gens en télétravail d'un coup, c'est de les mettre par petite équipe, les accompagner dès le départ pour pas qu'ils se retrouvent tout seuls chez eux avec un souci, que ce soit technique ou de production. Ouais. Quand vous êtes dans un studio, c'est extrêmement simple, vous avez votre voisin, vous avez l'équipe sur place. Quelqu'un tout seul chez lui, sans réponse, il peut perdre une demi-journée au lieu de perdre 10 minutes d'habitude, donc on revient au problème de productivité. Donc on a en fait une première phase au mois de mars de 15 jours de développement des outils spécifiques pour pouvoir mettre tout en place, on va dire toute l'infratechnique à mettre en place. Ensuite, on a fait démarrer ce qu'on a appelé les pionniers pendant une semaine pour tester tous les outils, toute la chaîne de production. Et ensuite, 2 fois par semaine, des équipes de 6 à 10 personnes qu'on accompagnait les premiers jours. Les leads étaient dispo 100% pour les accompagner, pour être sûr que personne ne se retrouve sur le carreau en attente. Et pareil pour les équipes support qui ne sont pas complètement débordées par des appels, parce que moi j'ai comparé le début du télétravail un peu des plateaux avec des verres, et très en équilibre précaire, ça marchait, mais il ne suffisait pas grand-chose pour que tout s'écroule. Donc on y a été prudemment. Et donc on a commencé comme ça à Angoulême fin mars. Ça s'est étalé sur un gros mois pour mettre jusqu'à peu près 80-90 personnes en télétravail. Et sur le studio de Montréal, ça a commencé mi-avril jusqu'à peu près mi-mai pour mettre là quasiment tout le studio. C'était à peu près 60-70 personnes en télétravail. Donc ça, c'est l'aspect technique et production. Et il y a l'aspect humain, donc je veux souligner, qui est extrêmement important. Donc déjà, cette histoire d'accompagnement au départ, pour ne pas laisser les gens tout seuls. Et là aussi, par exemple, dans la période actuelle, je parlais d'exemple du compositing qu'on n'a pas mis en télétravail pour des problèmes techniques. Là, aujourd'hui, par exemple, en début de prod, vraiment les débuts de production sont au studio. Oui, il faut que les personnes passent déjà au moins 15 jours au studio, que les équipes se fassent, que le rythme soit pris pour ensuite partir en télétravail. Parce que sinon, c'est ça, en fait, vous avez adapté aussi en fonction des étapes de production dans lesquelles étaient vos projets, en fait, j'imagine, les uns et les autres. Donc ça, c'est extrêmement important. On a fait évidemment signer des chartes de télétravail à tout le monde, pas d'un point de vue contraignant, mais expliquer comment travailler chez soi, d'avoir un espace à soi. En même temps que les fauteuils, des stations, on a fourni les fauteuils ergonomiques pour que les gens soient bien installés. Voilà, pour que ça soit bien encadré. Et d'un point de vue RH, on les a accompagnés avec évidemment des primes de télétravail dès le départ. Pour la petite anecdote, on a fait aussi des cours de yoga collectif pour essayer le lien social était quand même important. Il y a des gens, voilà, on l'a vu à partir du mois de juin où il y a des gens qui étaient très demandeurs de revenir au studio parce que un lien social est important. Qui manquait. Et dans tout ce processus de mise en remote, il y a aussi une partie importante qui était toutes les équipes RH et compta. On n'en parle pas forcément, on parle souvent on va parler de technique. Oui, les supports. Les supports, c'est important parce que les fins de mois de mars, avril, mai, juin, pour les services compta et de paye, c'était quand même très rock'n'roll. Avec les outils qui n'étaient pas à jour en fonction des aides de l'État, évidemment, qui se mettaient à jour le 30 du mois. Donc ça, il faut aussi le savoir. Donc c'est vraiment toute la chaîne dans les studios,
technique, fab, support, qui vraiment tout le monde s'est mis en ordre de bataille pour que ça puisse fonctionner. Et maintenant, on est à peu près à un rythme classique. On a moins de jours en télétravail maintenant qu'au printemps, un peu plus de gens en studio. Voilà, c'est à organiser. Les équipes démarrent en studio. Quand elles sont OK, on peut les mettre en télétravail selon les profils. Le studio de Paris, c'est une grosse partie en télétravail, mais on a réétabli du lien avec du personnel tournant où chacun vient 1 ou 2 jours par semaine au studio. Et Montréal, pareil, en télétravail quasiment à 100%. Voilà, donc ça, c'est les gros points qu'on a fait. Je dirais que globalement, ça s'est plutôt bien passé, parce qu'on a réussi à livrer les 3 séries qu'on devait livrer avant fin, pas de retard. Donc globalement, ça s'est bien passé. Voilà. Mais c'est que pour les équipes, ça demande un effort supplémentaire, une fatigue. On l'a senti à la fin du printemps, la fatigue psychique. Voilà, les équipes support, c'est aussi un peu plus compliqué. Mais voilà, ça s'est mieux passé que ce qu'on aurait cru. Parce qu'au départ, comme je te disais tout à l'heure, on n'était pas du tout prêt. Quand ça a commencé le 16 mars, on s'est dit, les studios, on les ferme. On arrête. Voilà. Ouais. Et donc les équipes techniques, là pour le coup, et de R&D se sont retroussés les manches, et en 15 jours, on a réussi à mettre des solutions en place efficaces. Est-ce qu'il y a des projets que vous aviez prévu de lancer pendant cette période, qui étaient planifiés, auxquels vous avez renoncé en disant, voilà, on se concentre pour essayer d'avancer bien, de mettre en place les choses bien sur les projets qui sont en cours? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été quand même un peu décalées dans le temps? Alors, on a eu la chance qu'au mois de mars, on était dans une période où c'était des projets qui étaient déjà bien lancés. Donc on était typiquement dans des étapes de layout, d'animation. Ça y est, le projet, entre guillemets, pas roulé forcément, mais était lancé, c'était plus facile. Là, en fin d'année, on est plutôt sur des démarrages de projets, de pré-production, comme ça. C'est pour ça qu'on a moins de monde en télétravail, parce que comme je disais tout à l'heure, il faut qu'il y ait une dynamique d'équipe qui est quand même très importante à avoir, surtout dans notre domaine. Donc, on n'a pas trop eu de retard. Il y avait cette histoire de compositing qui fait que, comme on n'avait pas d'équipe en compositing, il a fallu rattraper le retard après. Oui. Mais voilà, on a eu, pour la petite anecdote, des problèmes de rendu, parce que nous, toutes nos machines de rendu, toutes les machines du studio travaillent 24/24, et donc quand vous avez 100 stations qui sont parties en remote, ça ne calcule plus. Donc on s'est vite aperçu qu'on a un petit problème. Donc là, il y a un petit problème d'investissement de machines qu'il a fallu rattraper. Mais bon, voilà, c'est des petits trucs comme ça qu'on n'avait pas vu venir et qu'on s'est aperçu à un moment. Mais voilà. Au fur et à mesure. Mais globalement, on a réussi à s'en sortir plus ou moins facilement, mais on a réussi à livrer. Donc globalement, on va dire qu'on s'en est plutôt bien tiré. Maxime, qu'est-ce qui s'est passé chez Supamux? En fait, c'était un peu comme tout le monde, on a été pris de court. Je me suis fait une petite présentation que je vais vous partager pour conduire un petit peu tout ça et savoir me donner quelques repères, parce que sinon, en fait, on pourrait en parler pendant longtemps, je pense, parce qu'en fait, le remote, c'est un sujet qui est très vaste dans une entreprise. Tu as 10 minutes. On l'a tous vu. Donc voilà, en fait, comme tout le monde, quand la crise est arrivée, on a paniqué. On était un peu pris au dépourvu, malgré les grèves qui, pour nous ont quand même beaucoup aidé, parce que Supamux, on était exclusivement sur Arcueil, à Paris. On a subi les grèves, donc en fait, pendant les grèves, on avait déjà commencé à être confronté à cette question du travail à distance. D'accord. Donc du coup, on n'est pas parti peut-être d'aussi loin, mais on n'était quand même pas non plus complètement en même pour faire face à une crise comme celle-là. Comme tout le monde. D'accord. Donc la première chose, on était un peu perdu. Et puis on s'est posé quand même, on s'est dit donc comment est-ce qu'on va faire? On a réfléchi, il y avait tous ces axes qui ont été cités là, qui sont vraiment les axes principaux, mais finalement c'est tout ce qui constitue une entreprise. Donc il a fallu trouver comment on allait faire techniquement, humainement, légalement aussi, parce que ça a beaucoup évolué, donc ça a été très compliqué de savoir comment faire les choses, comment anticiper. On a eu beaucoup de grosses périodes pendant lesquelles on ne pouvait pas anticiper, mais comme tout le monde. Et donc financièrement aussi, comme ça a été dit, très judicieusement, sans le soutien de notre service technique, les premiers mois, ils auraient été quand même plus compliqués que ça. Mais du coup, oui, on s'est retrouvés comme ça à devoir rebondir, comme tout le monde, en quelques jours. Et grâce aux grèves et grâce à tout ce qu'on avait jusqu'à présent, on avait
quand même pas mal de choses qui nous ont permis de pouvoir rebondir assez vite. Donc on avait vraiment des bonnes bases, on avait tout ce qu'il fallait au studio, c'est-à-dire qu'on avait l'habitude de discuter vraiment avec un maximum de gens, de faire tout ce qu'il fallait en fait pour pouvoir bien attaquer cette crise. Donc la première chose qu'on a faite, c'est on s'est réunis, on a réuni tout le monde d'abord pour dire voilà, on est confronté à quelque chose, on ne sait pas trop comment on va faire, mais on va trouver ensemble. Trouver des solutions. Quand tu dis tout le monde, vous étiez combien à cette époque-là? À ce moment-là, on était une quarantaine de personnes. Okay. Du coup, dès la fermeture des écoles, qui a été la première étape, le lendemain, le vendredi, on s'est retrouvés, on a réuni tout le monde dans la salle principale de réunion, et puis on leur a dit bon ben voilà, il y a quelque chose qui arrive quand même, il va falloir qu'on trouve comment on fait. Donc on va s'adapter, on va peut-être avoir du mal au début, mais on trouvera de toute façon bien des solutions, et on compte sur chacun pour pouvoir nous aider là-dedans. Et donc on a fait un point avec chaque personne pour essayer de voir dans quelles conditions il pourrait faire du travail à distance. Ça a été la première chose, et en fait parce que le travail, techniquement, les grèves nous avaient permis de mettre en place les prémices de ce qui nous a permis de tenir, c'est-à-dire que notre IT, qui est un prestataire, en fait, il travaillait déjà depuis un moment sur un nouvel outil d'accès à distance. D'accord. Et du coup, pendant la grève, on a profité de ça pour pouvoir tester ce qu'il avait commencé à mettre en place et faire des retours. Donc en fait, déjà au moment des grèves, on a fait des études comparatives entre la solution que lui proposait et les autres solutions disponibles sur le marché. Et en fait, ça nous a permis de nous dire et de rebondir et de faire en sorte que quand la crise est arrivée, en 2 jours, on a mis nos 40 collaborateurs en travail à distance. Donc vraiment en travail à distance, en accès à distance aux machines qui sont au studio. D'accord. Du coup, on n'a pas pris du tout la démarche de fournir des machines, etc. C'est pour ça qu'on avait pris le soin de faire le point avec chacun pour savoir comment il était disposé à télétravailler, quels outils chacun avait et quel type de connexion. Ça a été aussi un enjeu, mais le fait de travailler comme ça, avec un accès à distance, avec juste du streaming vidéo, ça nous a permis finalement de nous en sortir avec ces problèmes de débit, parce que passer juste à un flux vidéo pour certains postes, c'est pas forcément un problème, pour d'autres postes, c'était un plus gros problème. Mais comme le studio est basé en Île-de-France, il y a quand même pas mal de gens qui avaient déjà la fibre. Ouais. Et il y a même des gens qui sont partis en région mais qui avaient la fibre aussi. On a découvert qu'il y avait la fibre dans la Creuse, qu'il y avait la fibre dans le Lot. Aussi, donc ça dans le Lot. Beaucoup aidé ça. Et donc tout ça, en fait, en 2 jours, on a réussi à se remettre au travail. Alors forcément, au début, c'était un peu balbutiant, les outils d'accès à distance, ils étaient encore à peaufiner. C'est un travail qu'on a fait tout au long de la crise avec notre prestataire qui a réussi à fournir un service qui est maintenant disponible pour tout le monde, qui s'appelle Rimo. Et ça a fait que en fait, les verrous technologiques, on a réussi, en 1 mois, on est passé à une productivité quasiment égale en termes par rapport d'un point de vue technique. Par contre, on s'est rendu compte qu'il y avait tous les autres aspects du télétravail qui jouent, qui ne sont pas forcément des questions techniques, c'est-à-dire qu'il y a des questions de communication, des questions d'organisation du travail à distance. C'est très particulier, il a fallu faire avec. Et donc pour ça, on a fait appel à chaque personne, on a fait beaucoup de consultations, on a essayé de faire un maximum de suivi et d'accompagnement. L'autre enjeu, c'est qu'en parallèle de tout ça, mais comme on était apte à continuer de travailler, et c'était super, parce qu'on arrivait à faire des choses, et on a pris de plus en plus de projets et on a continué de fabriquer sans arrêt. Et du coup, dans le même temps, voilà, on a travaillé on a fait des nouvelles collaborations avec PsyOp, avec Supercell, on a continué notre travail en production déléguée et on est arrivé à nos premières diffusions de Droners et de Pompon Ours. On a commencé la fabrication de 2 60 minutes
qui sont des gros formats pour nous parce qu'on débute sur ce type de format-là, donc avec Ubisoft, avec Ankama qui sont toujours en cours. On a aussi fait du lab, on a profité de tout ça en fait pour faire plein de choses. On est passé à d'autres outils. Donc en fait, c'était une année riche de choses quand même. Et le remote, il a joué un rôle important là-dedans quand même. Mais parce qu'il a apporté des contraintes, mais il a apporté aussi des possibilités. Et puis il nous a apporté en fait le fait qu'on s'est retrouvé un peu dos au mur. On a dû faire preuve de lâcher prise. Et vous vous êtes aussi rendu compte que vous étiez les uns et les autres capables de mettre en place des choses qui, dans un temps normal, auraient pu s'étaler sur un temps assez long en fait. Ça, je pense que ça nous a tous plus ou moins donné ce sentiment-là, qu'on était finalement capable de s'adapter et de prendre en charge et de s'organiser dans des conditions qu'on n'avait même pas imaginées. Exactement ça. En fait, les sujets du travail à distance, c'est des sujets que ça faisait plusieurs années qu'on travaillait dessus. C'était plutôt un sujet de fond. Mais on se disait que c'était un gros projet, vaste. Et du coup, ça nous semblait assez... on lui donnait plutôt une temporalité qui était sur du moyen à long terme. Et on a fini par faire ça. En 3 jours, on s'est retrouvé avec tout le monde à distance. Que ça change les choses et on est obligé de s'adapter face à ça. Et finalement, en plus, rétrospectivement, on se rend compte qu'on a quand même bien réussi et du coup, ça nous a donné plus de souffle encore pour avancer. Et finalement, la question 2020 en mode remote, avec l'année qu'on a passée, on est plutôt en train d'évoluer, on est plutôt en train de se dire que c'est quelque chose qu'on veut pérenniser, c'est un sujet sur lequel on veut vraiment avancer. Et en fait, plutôt que de se dire on a survécu, on a mis en place du télétravail, on a fait ça par rapport à la crise, l'idée c'est de servir de ça pour faire quelque chose de nouveau et aller plus loin encore. Et donc en fait c'est là qu'au cours de l'année, on a revu nos objectifs, on a revu la temporalité des choses et puis on s'est dit voilà, le remote ça permet aussi plein de choses. Et l'idée c'est de ne pas faire que 2020 en remote, c'est de faire plutôt un studio qui soit à la fois en remote, à la fois en présentiel, qui permette un peu de faire tout ce qu'on peut en termes de présence et de distance. Du coup, maintenant, on est en train d'essayer de mettre en place vraiment l'hybridation du studio plus que juste travailler un petit peu sur du télétravail. Ça devient vraiment un sujet fort et on essaye d'avancer là-dessus. On monte des projets en ce sens, avec le soutien du CNC, on travaille... On s'est entouré de partenaires, de collaborateurs qui nous aident à avancer là-dessus aussi. Sur le développement durable, je vois avec Workflowers, mais on en parlera demain en fait avec Benoît Ruiz dans les RAF en fait. Tout à fait. Et donc en fait, c'est juste que vraiment, l'idée c'est grâce à toutes les personnes qui travaillent au studio, grâce à toutes les personnes qui travaillent autour du studio et en s'entourant des personnes, en fait, l'idée c'est d'utiliser ce qui s'est passé, ce à quoi on a été confronté cette année pour en faire une force pour l'entreprise et de continuer un maximum dans ce sens-là parce que finalement on a réussi à faire plein de choses comme ça et il y a plein d'autres choses à faire qui peuvent en découler. Alors certes, par contre, il y a vraiment des gros sujets sur lesquels on travaille encore parce qu'on arrive à travailler, on arrive à fabriquer, on arrive à avancer. Mais effectivement, c'est plus compliqué. La communication, l'organisation, la connexion entre les gens, c'est vraiment des sujets sur lesquels il y a plein de choses à faire, il y a plein de réflexions à mener, je pense. Et ça, c'est tout un projet. C'est plus sur du moyen terme, finalement, cette partie-là. La partie technique et technologique, finalement, on a réussi. Maintenant, il faut trouver quels outils techniques on va pouvoir mettre au service de ces besoins nouveaux d'organisation et de communication. D'accord, ok. Merci beaucoup, Maxime. On passe la parole à Jean-Baptiste. On va vous laisser le temps après d'échanger. Pas de problème. Qu'est-ce qui s'est passé chez Timto? Alors chez Timto,
Alors on était 300, 350 à peu près en mars. Ah oui, quand même. On sortait de 3 déménagements qu'on avait fait entre décembre et janvier. Ah oui, c'est vrai que vous avez cumulé un peu là. On était, l'équipe IT était un peu fatiguée, éprouvée, mais en même temps on était assez mûrs sur certaines réflexions qui nous ont bien aidés, il faut le dire. C'est ça. Du coup, alors, je remonte un peu plus en amont. Depuis juillet 2019, on a fait des tests assez avancés des différentes solutions qui existaient pour du remote, parce qu'on réfléchit à un nouveau studio full remote, avec du déport de station, à une hybridation. Donc c'était des sujets qu'on avait un petit peu studio nouvelle génération. Exactement. Donc c'est des sujets qu'on avait un petit peu dans la R&D IT et qu'on a eu le temps de tester un petit peu dès juillet 2019. Du coup, début mars, on avait un plan. Le 5 mars, j'avais appelé mon fournisseur d'accès pour doubler la bande passante. Et effectivement, on était passé un petit peu à la manière des Supermonks sur un système qui passait par le remote parce qu'on ne voulait pas être dépendant de la charge en data. C'était vraiment une question d'affichage. Voilà. Donc, quand on est en remote, la bande passante est directement proportionnelle à la résolution des écrans et au framerate, pour le dire simplement. Alors qu'avec une machine VPN, on dépend de la charge en data. Et effectivement, il y avait certains postes qui pouvaient être problématiques. Donc, on avait fait les tests assez rapidement pour se rendre compte que, on est parti sur RGS, la solution d'HP, parce qu'on avait un parc largement HP, alors ça fonctionnait bien. Il y avait 2 règles qu'on s'était données début mars, c'était que si jamais on passait, c'était pas encore certain à ce moment-là, mais si jamais on y arrivait, il fallait on ne voulait pas qu'une machine autre qu'une machine qu'on contrôle dans le parc touche le data. Donc ça c'est des raisons de sécurité évidemment, on ne voulait pas qu'il y ait un accès au data. Et pour des projets, alors pour les Américains dont on parle, il fallait que la machine qui contrôle la machine était une machine qu'on contrôlait. Voilà, pour qu'il y ait des réseaux dans des réseaux et qu'on ait complètement la main dessus. Donc on a fait les comptes, on s'est rendu compte qu'il nous fallait plus de machines. Donc pareil, de 5 mars, j'ai commandé une quarantaine de machines. J'en ai commandé 25 autres après qui sont arrivés avant les 40 parce que avec ce qui se passait en Chine à ce moment-là, c'était assez compliqué. Il y a eu des problèmes d'approvisionnement? Ah oui, tout à fait. Ouais. Ah, d'accord. Les usines étaient en arrêt en mai, juin, donc en Chine, qui fournissent le monde entier en machines. Et oui, effectivement, on a eu des commandes passées en juin qui sont arrivées avant celles d'avril. Donc augmentation du nombre de machines, des casques, des webcams, des laptops aussi, avant que le cours n'explose. Et voilà, donc on attendait, on était au moins avait-on un plan et une équipe qui était prête à déployer. Et on a commencé à réfléchir aussi aux valeurs de seuil de bande passante, ce qui allait nous permettre de passer sur un protocole plutôt qu'un autre. Il y a des protocoles intégrés Windows et RDP qui marchent plutôt bien pour de la bureautique, c'est plus compliqué pour de l'OpenGL si on n'a pas la bonne configuration. RGS, ça fonctionne bien à partir de... On établit que ça marchait bien à partir de 15 mégabits pour de la 3D, 5 pour de la bureautique. Et par contre, quand on regarde des vidéos, donc les postes de compositing, il fallait du 50 mégas, effectivement, il faut une fibre. Donc on avait établi ces valeurs de seuil, on avait un questionnaire type, comment tu t'appelles, où tu habites, quelle est ta bande passante, va sur ce site pour la récupérer si tu ne la connais pas, quel matériel tu as, etc. Et donc le 13 mars, on a fait un comité de direction exceptionnel pour prendre acte de ce qu'il fallait mettre en place. Et du coup, on a déroulé le plan, on a fait une communication, on est descendu dans la grande cour des locaux pour une annonce un peu solennelle, dire genre, ne vous inquiétez pas, on a un plan, on est prêt. Et ça, c'était rassurant pour les gens. Donc certains sont partis à ce moment-là avec un écran sous le bras. Enfin, vous avez vu ça dans toutes les villes, des télétravailleurs qui s'improvisaient. Donc on a fait un compte, etc., répartir. Et on s'est laissé encore Donc mon équipe était sur le pont tout le week-end pour commencer à plugger simplement les gens, simplement dire voilà, récupérer des IP, les router, etc. Donc ça veut dire que les gens allaient, ils allaient chez chacun des... Non, on faisait à distance complètement. Avec le formulaire, on récupérait les infos et ça se faisait. Donc ça avait commencé. Donc on a recommencé à récupérer les infos dès le vendredi soir. Samedi, dimanche, mon équipe était sur le pont. Lundi matin, les gens commençaient à travailler. Et entre lundi et mardi, on a continué de finaliser de façon à ce qu'à peu près 90% des personnes étaient opérationnelles le mardi 17. Tu as combien de personnes dans ton équipe? IT, 6, ouais. D'accord. Pour 400, c'est ça? Ouais, 450, 400. On est un peu plus maintenant. Donc, j'ai fait une embauche depuis, je crois. On essaie de supporter la charge. C'est ça. Voilà, donc opérationnellement, en tout cas, et l'autre point aussi par rapport à la question de production, l'avantage du remote, ça nous donne un avantage, c'est que ça ne nous obligeait pas à changer la façon de travailler. Donc le pipe, potentiellement, en termes tout à fait théoriques, si on arrive à résoudre les problématiques de bande passante en choisissant les bonnes solutions, on est capable de rendre transparent au moins le fait que la personne, elle n'est pas sur son poste physique, mais elle est presque comme son poste physique, c'est comme un long câble qu'on tirait, c'est comme s'il était seul dans une salle de réunion. Alors, le problème du seul, on va le régler effectivement autrement, mais pas en termes techniques. Mais l'avantage de cette solution technique, c'est qu'on est complètement libéré des contraintes de taille de data. Et en plus de ça, on a un système d'information capable d'abstraire l'information assez subtilement, de façon à ce que les gens soient
tout cas, on donne les bons outils pour que les superviseurs donnent les bons briefs, pour que la personne, typiquement, si elle n'est pas sur le site, elle a les informations suffisantes et nécessaires pour faire son travail. Donc ça, ensemble, ça faisait qu'on a passé une première semaine à peu près correcte. On était tous en train de se regarder, parce que la France entière était confinée. Et voilà, en tout cas, on était opérationnel. Et puis, voilà, donc ça, c'est pour la première phase. Alors, on a eu des petits soucis typiques avec des problèmes de pression de stylet sur les tablettes, ce genre de choses qui sont arrivées au cours du confinement. Je pense qu'il y a eu pas mal de R&D qui a été fait sur les pilotes à ce moment-là. On n'était pas les seuls à la solliciter. Ah, apparemment, tout le monde qui sourit, de la tête. ça a été un peu général. Des clés 4G qu'on a distribuées partout, effectivement, les gens qui partaient, qui quittaient leur domicile francilien. Voilà, donc distribution de matériel. On s'est rendu compte d'un truc assez chouette pour le compositing, pour parler de ça, c'est que l'étalonnage fonctionnait bien, y compris avec le protocole RGS. Donc on était capable de pré-étalonner des écrans, les envoyer, les calibrer, les coordonner sur la machine qui est sur place. Donc on arrivait à maintenir la chaîne de fabrication. Alors, ce qui était plus compliqué, clairement, on s'est rendu compte assez vite que toute la partie managériale, coordination, était devenue beaucoup plus compliquée. Donc, en plus, vous l'avez peut-être vécu aussi, c'était le premier confinement, les enfants étaient à la maison. Enfin, ça fait une différence dans la gestion de notre temps et notre attention. Et commencer à faire de la coordination, donc par visio interposée toute la journée, c'est quelque chose qui est assez complexe. C'est un coût en énergie. Autant pour les artistes qui ont une tâche linéaire, donc un brief, un certain nombre d'heures, une estimation d'heures pour le faire, qui font le travail, ils le rendent. Bon, c'est un peu plus transparent parce que, même si malheureusement, ils sont pas, ça on s'en est rendu compte, toute l'émulation du studio, l'esprit de studio qui manque, qui n'est pas présente quand ils sont chez eux. Donc très vite, le département communication a organisé des apéros, des petits déjeuners, donc la communication, on a essayé de maintenir ce lien, en fait, cette cohésion. Quoi. Tout à fait, sur des réunions qui devenaient d'abord artificielles et qui petit à petit sont devenues des choses tout à fait où les gens se retrouvaient de façon bienvenue. On a essayé de gérer nos managers pour faire en sorte que personne ne soit oublié sur le bord du chemin, que s'il y a des personnes ne se sentaient pas bien, l'information puisse remonter pour qu'on puisse en faire quelque chose. Et à côté de ça, un petit peu comme mes collègues de Supermonks, ça s'est un peu su qu'on travaillait, des nouveaux clients sont venus nous voir parce qu'on se récupère des projets, on a 3 projets qui sont rentrés depuis, on a fait une centaine d'embauches entre maintenant et aujourd'hui, donc en un an. Donc il fallait gérer ça en plus, on s'est lancé dans des nouveaux pilotes cet été avec un nouveau look graphique, avec des nouvelles questions de R&D à se poser. Enfin voilà, donc la vie continue, show must go on, quoi. Non seulement la vie continuait, mais pour certains, oui. Il y a des choses qui se sont accélérées. Tout à fait, oui, exactement. Donc les nouveaux projets qui arrivent. Donc, plus de travail que prévu, en fait. Plus de travail que prévu. Dans des conditions qui étaient. Donc autant les projets qui étaient déjà lancés se passaient bien parce qu'on avait des équipes qui étaient consolidées. Je parle de cet esprit de studio, une émulation. Tu vas nous parler de rendement après. Je vais parler de rendement tout à l'heure, dans quelques instants. Autant les projets qui commençaient seulement, là c'était plus compliqué parce que ça n'avait pas pris forcément au départ. Et il a fallu reconsolider des équipes qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble et qui auraient pris cette habitude beaucoup plus rapidement. En étant en présence, ça c'est un peu comme. Voilà, c'est une réalité. Et effectivement, on n'a pas complètement. Autant ça va beaucoup mieux aujourd'hui, on a trouvé des nouvelles façon de travailler, de communiquer, de faire du contrôle, de faire du suivi. Mais je ne suis pas sûr je suis certain qu'on n'est pas dans une situation optimale, loin de là. On a vraiment beaucoup de choses à faire encore par rapport à ça. Le contrôle, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé. Oui, mais justement, alors la question tout à l'heure parce que c'est. Le contrôle, effectivement, longtemps, c'était la question du télétravail n'était pas tellement une question technique, une sorte de tabou managérial en fait. Quel est le niveau de contrôle qu'on peut donner, si on en a besoin et à quel point. Donc aujourd'hui, on a des outils de contrôle qui sont assez puissants, qui ne vont pas traquer la ressource individuellement, mais qui vont plus s'intéresser aux tendances générales de ce qui se passe sur les productions. Alors ce que je vais vous montrer là, c'est ce qui se passe en termes de moyenne cumulée sur une production d'animation. Et je vous ai fait apparaître sur la courbe les deux confinements, le premier et le deuxième. Alors, en général, sur ce genre de courbe, on s'attend à avoir une courbe qui ressemble fortement à une courbe logarithmique, parce que derrière, il y a des effets d'apprentissage qui sont des fonctions sigmoïdes. Quand on les dérive, on obtient des logs. Et il y avait 3 événements qu'on peut remarquer. Donc effectivement, il y a eu du cafouillage au premier confinement. Il y a eu un impact qui est assez fort. Et alors, là, c'est des moyennes cumulées. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que les gens, ils ont arrêté d'accélérer. En fait, ils étaient en pleine progression, mais ils ont un petit peu arrêté d'accélérer. Donc le surcoût en énergie que leur coûtait le confinement, il compensait, il coûtait. Et on s'est rendu compte après, donc ça c'est des infos qu'on a eu a posteriori, c'est qu'il y a eu un gommage des effets du premier confinement dès le mois de juin. Donc c'est-à-dire que même à la fin du premier confinement, juin, tout à fait. Et en fait, c'est comme si le confinement n'avait pas eu lieu en fait en termes de rendement opérationnel sur les productions. Ça a été, et en fait, les retards ont été rattrapés. Ouais, exactement. Et le retard dans l'accélération, dans le rendement qui était attendu. D'accord.
Mais ça, c'est les gens, c'est uniquement les gens. Enfin, l'entreprise, c'est une aventure humaine autant que technique. Voilà, c'est chacun à son poste, voilà, qui a compris quel rôle il jouait dans le travail qu'on leur demandait, et puis voilà, qui a pris ça à cœur manifestement. C'est uniquement ça. Les outils n'ont pas changé, justement, on a juste essayé de rendre transparent. Mais les outils n'auraient pas permis l'accélération. L'accélération, c'est uniquement les gens qui l'ont faite. Et la très bonne nouvelle, enfin voilà, c'est qu'il n'y a pas d'impact depuis septembre. Alors aujourd'hui, on n'est pas aussi confiné qu'on l'était avant. On a fait des choix, on a privilégié les débuts de production pour avoir vraiment favorisé le cœur, que ça prenne, que ça fonctionne avant de renvoyer les gens chez eux. Et il y avait des personnes qui avaient des difficultés techniques, qu'il y en avait toujours. Du coup, l'impact aujourd'hui, il est très faible. Alors ça, c'est une production qui était déjà lancée avant. Les productions qui ont commencé ne sont pas exactement les mêmes courbes. Elles sont plus difficiles à comprendre. Voilà. Et du coup, pour la suite, bon, aujourd'hui, on a une situation où vous voyez, 80% des gens sont chez eux, 20% sur place. Ça fonctionne plutôt bien. On ne sait pas très bien comment ça va continuer en termes de restrictions sanitaires de toute façon. C'est un peu un mystère. C'est un peu chaotique encore ce début 2021. Après, on est prêt. Effectivement, on se posait un petit peu des questions d'hybridation depuis quelques temps. Je pense qu'on a, dans la précipitation, au moins montré que ça marchait techniquement. On a cassé un petit peu le mur du tabou du télétravail ou de l'infographie. On se rend compte qu'en fait, voilà, on est entre gens responsables, capables, à la condition qu'on ait des bons outils de suivi, de contrôle d'information, donner le bon brief, la bonne estimation pour ne pas laisser les gens sans supervision. En fait, c'est ça, le bon contrôle, c'est juste pour permettre aux gens de travailler tout à fait. sereinement et avec les bons outils. Quoi. Leur donner une estimation correcte. Le temps de pause. Non, on n'est pas on fait pas de la police, c'est pas ça. Non, mais exactement, tu vois, parce que c'était ça, je pense qu'il y avait quand même cette espèce de... Ça dans certaines entreprises, je pense que dans les milieux de l'animation, comme il y a quand même on n'a pas connu. Qui sont déjà estimés, des quotas à tenir. Voilà. C'est plus le contrôle, peut-être éviter de l'accompagnement des gens, de débordement. Exactement, tout à fait, débordement, vérifier que ça fonctionne moralement. Qui n'arrive pas à se cadrer tout seul chez lui, qui aurait pu déborder. Qui travaille des heures et des heures et des heures. Quoi. Parce que l'estime, aujourd'hui, on est capable de faire de très bonnes estimations à partir des data qu'on rassemble en production. On sait assez finement combien de temps il faut, plus ou moins 5, 10, 15%, ça dépend des départements, pour faire une tâche pour un infographiste. Du coup, ça fonctionne, mais effectivement, c'est de l'accompagnement managérial, vérifier que les ressources sont présentes, elles sont impliquées, et moralement ça va, elles ne prennent pas sur elles. Enfin voilà, il y a eu des situations dans lesquelles on découvrait un petit peu tardivement que certaines ressources étaient fatiguées. Enfin voilà, mais c'est normal, on l'est tous, mais on n'est pas tous égaux dans ce genre de situation. Mais au moins, nous, on a proposé un plan à nos équipes et voilà. Super. On va laisser la parole à Ludovic. Donc lui, toi, ta problématique, elle était un peu différente puisque toi, tu servais les... voilà. Moi, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en fait, j'ai vu toutes ces problématiques-là parce que je travaille évidemment avec tous ces studios-là et en fait, on a parcouru un peu toutes ces problématiques-là. On en a même d'autres qui n'ont pas forcément été évoquées là. En fait, je vais refaire un petit point déjà sur ce que nous, on a vu par rapport à la contrainte du travail à distance. Pour moi, il y a une dizaine de points en fait qui sont tu as un PowerPoint, je crois. Ouais, on va voir si ça passe, sinon j'ai un peu les idées en tête, globalement. Ça va venir. Donc globalement, il y a une... Le voilà. Je vais voir si... Ouais, je pense pour, que... voilà, tu peux pas appuyer pour la suivante, c'est où? En haut, en bas? Ok. Voilà. Donc ce que je vais regarder juste rapido, c'est un peu les contraintes et besoins qu'on a. Donc effectivement, on a une grosse organisation du travail et tout le monde n'était pas prêt. Moi j'avais certains clients qui avaient un petit peu anticipé depuis quelques années sur la partie télétravail, notamment quand on travaille surtout avec des graphistes, on a l'habitude de travailler avec des freelances. Ouais. Donc on a déjà, pour certains de nos clients, l'habitude de travailler avec des gens qui sont à distance. Et transférer des données ou travailler sur des stations qui sont dans le studio, mais on travaille avec un petit nombre d'utilisateurs. Là, on est rentré tout de suite avec pratiquement tout le studio qui devait travailler à distance. Donc, j'ai identifié en fait certains points de contraintes sur le travail à distance. C'est que généralement le matériel n'était pas forcément et les logiciels n'étaient pas forcément adaptés pour le travail à distance. On a des environnements qui peuvent être hybrides, on peut avoir du Linux, du Windows, du Mac et compagnie, donc on a tous ces outils-là qui ne sont pas forcément super adaptés pour travailler à distance. En 3D, en animation, en post-prod et en broadcast, on a aussi des données qui sont très volumineuses, que ce soit des grosses images qui sont importantes ou des bases de données 3D, on se retrouve avec quand même un paquet de données à transporter, c'est pas juste du Excel ou du Word ou un PowerPoint.
Un autre aspect qui est important, c'est tout ce qui est travail collaboratif. Nous, on a des clients dans les studios, il y a énormément de travail collaboratif. Ils ont des outils de travail collaboratif. Certains ont développé leurs propres solutions, d'autres solutions sont commercialisées. Mais tout ça, ce n'est pas forcément des choses qui sont faciles à exporter dans un mode de travail à distance. Un autre point, c'est aussi des pipelines qui sont complexes. Et ça, un pipeline, c'est difficile aussi à faire naviguer entre un truc à la maison et un truc dans le studio. Et puis d'autres points, donc la bande passante qui est utilisée, alors c'est un peu lié à la taille des données, mais c'est aussi, la bande passante, c'est aussi un instantané. Quand on transporte de la vidéo, quand on fait du 4K sur de l'image, ben là on a une utilisation de bande passante qui est très importante. Et moi, quand j'ai des clients qui font de la validation vidéo sur de l'étalonnage, ben, ils vont travailler en 4K, en HDR, etc. Donc on a une bande passante qui va être importante. Donc ça, c'est une contrainte encore. Il y a une autre contrainte qui est liée aussi à l'image, c'est le respect des qualités des images. C'est que quand on passe sur une compression Internet, il faut savoir que son espace colorimétrique, il va prendre quelques changements au passage. Des modifications. Et il y a certains travaux, notamment encore une fois l'étalonnage, il va falloir quand même se mettre certaines contraintes sur le. Donc il va falloir trouver des outils. De la même chose. Il va falloir trouver des outils pour effectivement avoir une certaine validation de la colorimétrie entre le studio et la maison. Donc ça, c'est le respect des couleurs. Et un autre point important que vous avez abordé tout à l'heure, c'est tout ce qui est latence, notamment sur du compositing. Quand vous faites de la retouche sur Photoshop, vous faites un masque. S'il y a une demi-seconde de trop entre le moment où je clique et le moment où ça se passe à l'écran, bah, c'est un vrai problème. Pareil pour du montage. Un monteur, s'il a une latence qui est trop importante, nous on ne va pas s'en rendre compte parce que ce n'est pas notre métier, mais le monteur, quand il fait un cut, bah, il n'y a pas le cut qui se fait à ce moment-là, bah, il va avoir 5 images de décalage, donc ça ne marche pas non plus. Et puis un dernier truc, on l'a abordé aussi tout à l'heure, c'est tout ce qui est sécurisation des données. Donc ça, c'est un truc qui est très important, notamment quand on bosse avec des boîtes américaines qui ont plein de normes. Donc ça, c'est un peu tous ces points-là que j'ai remis ici. Donc après, moi, je vais revoir un peu on va retrouver un peu tous vos cas d'école. Donc en remote, il y a différents cas de figure. Donc on va voir, en fait, on va retrouver tout ce qu'on a vu là. Hein. Donc c'est le travail à la maison avec toute la station de travail qui se retrouve. C'est un peu le cas de France. Ensuite, on a un peu Timto où on va être sur des outils où on va cette fois-ci on va être à la maison, mais on va venir utiliser les ressources physiques des stations de travail qui vont rester au studio. Donc là, on a plein de solutions qui existent. Ça va être des solutions logicielles comme RGS, que tu expliquais tout à l'heure, qui a changé de nom entre-temps, qui s'appelle Z-Central chez HP. Donc ça, c'est purement du logiciel. Bon, c'est le logiciel un petit peu déguisé parce qu'il faut quand même avoir une station de travail avec une carte graphique NVIDIA. Donc c'est du logiciel, mais avec un peu de performance quand même derrière. Ensuite, il y a des logiciels, j'ai des clients qui ont commencé avec du Chrome Remote Desktop, et puis après on a du NIDS, du NoMachine, ça c'est des solutions purement logicielles des deux côtés, donc on a un client et un serveur, donc un client sur la partie hardware sur le PC dans le studio, et puis à la maison on a juste un petit laptop et puis une petite station de travail, et on va venir travailler. Et on s'est rendu compte, nous, en discutant avec pas mal de studios, qu'il y a sur la partie on a purement du logiciel des deux côtés, qu'il y a quand même certaines contraintes, notamment tout ce qu'on disait tout à l'heure de la latence. Quand on vient brancher une tablette ou certains périphériques de l'autre côté client, on peut avoir des problématiques. Donc nous, on a aussi travaillé avec d'autres fabricants comme Amulette, par exemple. Amulette, on va avoir un boîtier physique des deux côtés, donc un petit boîtier client chez l'utilisateur qui va en fait, c'est un KVM. Un KVM, ça veut dire basiquement keyboard, vidéo, mouse. C'est-à-dire que d'un côté, on a un boîtier qui est branché sur une station, côté studio, on passe par Internet, et de l'autre côté, on a juste un écran, un clavier, une souris. On n'a même pas besoin d'ordinateur. Donc là, on peut rajouter en plus une tablette. Et donc, du côté graphiste, on a ce petit boîtier KVM. Et de l'autre côté, on a sa station de travail. Ça, c'est Amulette Hotkey qui utilise ça. Le protocole, c'est du Teradici. On peut très bien avoir du Teradici qui est complètement logiciel des deux côtés. La partie hardware permet de diminuer la latence et puis d'avoir d'autres choses.
L'avantage des solutions comme ça aussi, potentiellement, c'est d'être un peu plus sécurisé côté utilisateur, puisque comme on n'a qu'un boîtier, ce n'est pas son PC maison avec sa connexion Internet. Oui. Donc on est sûr qu'il ne peut pas installer le logiciel et toute la partie logicielle, elle est sur le studio. Donc voilà, là il y a trois ou quatre solutions qui existent. Donc là, HP, c'est la partie Z centrale, Amulet, c'est nos parties boîtier. Un autre cas de figure, alors qui est un petit peu différent, on ne l'a pas abordé vraiment aujourd'hui, on n'a pas vraiment abordé, c'est quand on a besoin de faire de la validation de projet avec des clients, la validation image avec un client à distance. Eh ben, on va avoir des solutions qui vont pouvoir répondre à ça. C'est par exemple, vous avez votre studio qui est à Paris et vous voulez faire un étalonnage à distance avec Los Angeles. Eh ben, on va pas, le client à distance à Los Angeles, il ne va pas prendre le contrôle de la station de travail à distance. Vous allez avoir directement les gens qui vont venir fabriquer, qui vont faire la session d'étalonnage à Paris, par exemple. Et en même temps, on va venir distribuer juste du flux vidéo, donc soit du SDI, soit du HDMI plus un retour écran, à distance. On peut aller sur plusieurs sites. Et là, c'est pareil, il y a des outils, soit des solutions qui sont purement logicielles, mais on a aussi des applications un peu plus hardware. On va avoir d'un côté un boîtier, je suis revenu sur mon petit dessin, c'est moi. Voilà, donc d'un côté, on va avoir un hardware, une petite boîte d'un côté, et de l'autre côté, on va pouvoir distribuer en fait le retour vidéo sur un iPad, sur un laptop, sur un Apple TV. Comme ça, le client va pouvoir voir, mais uniquement le retour écran. Donc ça, c'est des solutions qui sont très simples à déployer côté client, parce que le client n'est pas forcément dans notre univers technique. Il n'a pas envie de passer des heures à venir configurer son retour vidéo, etc. Donc on va donner directement une application sur un Apple TV, on va se connecter sur le flux, on va donner un lien, et hop, le client va recevoir directement le flux vidéo pour venir faire sa session d'étalonnage ou de post-production un peu haut de gamme. Et puis le dernier cas de figure, dont on a parlé aussi tout à l'heure, on est plus sur de l'hybride, où on va avoir des solutions dans le cloud. Nous, on travaille notamment avec une boîte qui s'appelle Simple Animation, où là, cette fois-ci, la station, elle n'est plus dans le studio de fabrication, elle n'est plus chez l'utilisateur, elle est virtualisée dans le cloud, donc c'est dans des data centers. Là, il y a encore plein de solutions qui existent. Nous, sur la partie Simple Animation, on travaille avec une solution où en fait, les équipes IT vont venir configurer des stations de travail virtuelles. Donc ils vont dire, là je veux un PC avec 2 procs et puis tant de RAM dans ma machine. Et puis je veux du Adobe, du Maya, du Blender, etc. Il va venir créer sa station virtuelle et il va venir les distribuer aux graphistes. Donc le graphiste, il va venir, c'est pareil, il va avoir un petit poste de travail, pas forcément un foudre de guerre, puisque toute la puissance de calcul va être directement dans le cloud. Il va venir démarrer sa station virtuelle, une VM, et puis il va pouvoir venir travailler sur sa session. Et il va y avoir un stockage qui va être mutualisé pour tout le monde, et en fait, il va pouvoir avoir des échanges de data dans les studios directement avec ces stations qui sont dans le cloud. Donc voilà un petit peu toutes ces solutions. Alors je ne parle pas du tout, moi j'ai parlé essentiellement technique, mais effectivement toute une partie humaine qui est super importante, et notamment... On en parlera dans le cadre des RAF, mais oui, bien sûr. Sur la communication, parce que pour moi c'est encore le truc qui n'est pas pour moi réglé, c'est pouvoir communiquer simplement, échanger, et puis toute l'émulation qui se fait dans un studio, ou même je vois chez nous aussi, on n'est pas un studio, mais c'est pareil, on a besoin de se voir, on a besoin quand même d'aller au bureau. Je trouve qu'il y a une émulation qui se perd, il faut la retrouver. Donc, voilà. On arrive à la fin de cette session. Déjà, merci beaucoup d'avoir échangé. Donc en gros, techniquement, tout est possible. C'est ça? Voilà. Aujourd'hui, on s'est rendu compte que tout est possible. Oui, bien sûr. Okay. Il reste quand même la partie technique au service de la communication, des échanges entre les gens. C'est ce que j'allais dire. Les systèmes d'information et ce type de technologie qui sont encore... Il y a plein de possibilités, mais il faut trouver la bonne manière de faire, les bons outils, et c'est une vraie question. Et moi, ce que j'ai
remarqué qu'il faut faire attention à ne pas avoir trop d'informations. Parce qu'en fait, nous, tout début, même à notre niveau, on a utilisé plein d'outils différents et à la fin, on avait 50 trucs et à un moment, l'information, tu l'as plus parce que tu as tes mails, tu as ton Discord. Je pense que tu n'arrives plus à suivre les différents flux, les plateformes. Il y a la réunionnite aiguë aussi au départ. On a tendance à vouloir faire plus de réunions pour regarder bien et à la fin, ça devenait inefficace, trop de réunions. Donc il a fallu restructurer. Pour éviter effectivement les modes d'échange. Je parlais tout à l'heure d'infos suffisantes et nécessaires. Enfin, effectivement, c'est ce travail intellectuel de dire dans tout ce qu'on travaille, dans tout ce qu'on brasse comme information, quelle est la stricte information qui est nécessaire au passage de l'info. Ce travail-là, on le fait pas au quotidien parce que le coût en information n'est pas très élevé quand on est en réunion. Quand on est sur Zoom, le coût en information est un peu plus élevé. C'est sûr. Bon, écoutez, merci encore, puis bravo parce que voilà. Tout ce que vous avez réussi à faire en si peu de temps les uns et les autres, donc puis à toutes les équipes. Et bravo à l'animation, qui a très bien su s'adapter en règle générale. Et à tout à l'heure pour une prochaine session. Merci beaucoup. Merci. Merci.